Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre émission 100% gardien. On continue la série de l'été du club par club sur les gardiens de Ligue 1 pour préparer sereinement la reprise de cette belle Ligue des talents. Et pour cette émission, nous partons du côté de la Porte de Saint-Cloud et du Parc des Princes pour évoquer les gardiens du Paris Saint-Germain. Pour m'accompagner, il traîne par moments dans les différents fives de Paris intramuros, c'est Renaud Eudier. Salut Nico, salut à tous. Ouais, un peu moins pendant 3 mois là, mais ouais. Sinon, ça va revenir, on espère. Et pour parler du club, un spécialiste, contributeur pour le site podcast et autres pages de Culture PSG, c'est Philippe. Salut Philippe. Bonsoir à tous, très content d'être dans votre podcast que j'ai écouté avant un certain PSG Dortmund et qui m'avait rassuré, donc très content de partager un petit moment avec vous pour parler du PSG et de ses gardiens. Avec plaisir, on en reparlera évidemment de PSG Dortmund. Et c'est quoi l'actu de Culture PSG en ce moment ? L'actualité, nous, ce sont mercato pas trop, mais il y a beaucoup de matchs avec la préparation qui commence, qui s'enchaîne et tout ça. Donc pas mal de rencontres amicales, officielles aussi, sous peu. Et voilà, un peu de formation aussi, avec l'histoire de contrat aussi. Donc voilà. Mais en termes de gardiens, pour l'instant, on arrive à les voir tous. Et on va pas tarder à parler mercato pour eux. Bah, très bien, c'est l'objet également de cette émission. À vous de nous projeter dans la saison 2020-21. Nous allons analyser ce qui s'est passé dans la saison actuelle du PSG, puisqu'elle est toujours en cours avec 3 compétitions. Et nous le faisons comme un vrai gardien de but, avec un petit coup d'œil au poteau. Le poteau qui sauve Sylvain. Le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour le PSG, c'est tout en haut de la Ligue 1, champion de Ligue 1, encore une fois cette année, mais encore, comme on l'a dit, dans 3 compétitions. La finale à venir de Coupe de la Ligue face à Lyon dans 10 jours. La finale à venir de Coupe de France ce vendredi face à Saint-Etienne. Et le quart de finale à venir de Ligue des Champions face à l'Atalanta. Sans oublier le trophée des champions 2019 remporté face à Rennes. Philippe, après un mois d'août 2019 agité en coulisses, on a des mois de juillet et août qui s'annoncent encore agités, mais cette fois-ci sur le terrain. Oui, très différent, l'été qui nous attend, très très différent et donc très appréciable parce que ça n'avait pas été une partie de plaisir l'an dernier, même si on avait quand même gagné le trophée des champions, alors que c'était pas assuré, que Rennes nous avait battu en finale de la Coupe de France juste avant. Non, évidemment, un été extraordinaire qui nous attend après 3 mois forcément ultra frustrants parce que le dernier match du PSG, c'est quand même un 8e de finale retour de Ligue des Champions où on se qualifie. Donc là, maintenant, tout le club et surtout les joueurs sont très mobilisés sur ce fol espoir de gagner 3 trophées en 5 matchs, puisque on fait dans l'ordre Coupe de France contre Saint-Etienne, Coupe de la Ligue contre Lyon, puis cette Ligue des Champions qui occupe tant le club et qui fait tant parler depuis maintenant que le Qatar a racheté le PSG et a annoncé vouloir la gagner. Donc voilà, vraiment un mois de juillet où d'habitude on se tape des amicaux pas toujours très très bandants, on peut le dire comme ça. Je me souviens, les fameux tournois de préparation en Asie ou en Amérique, et puis là cette fois-ci on a de la compétition et des très beaux matchs qui nous attendent. En effet, avec un tableau en Ligue des Champions qui paraît même plus abordable que le tableau d'en face. Largement, oui. Qui paraît évidemment, parce que l'Atalanta est une équipe sacrément en forme. Alors, si on s'intéresse maintenant aux gardiens, à la saison des gardiens. Alors là aussi, on a vécu une saison sacrément riche en gardiens, avec 4 gardiens qui ont foulé la pelouse pour le PSG. Navas 31 matchs, Areola 4 matchs, Serge Diorico 8 matchs et Marcin Bulka 1 match, le 3e gardien de cette année. C'est une première presque historique pour le PSG, Philippe. Alors c'est même plus qu'ils ont foulé le terrain, ils ont tous été titulaires au moins un match. Donc c'est une première. C'est arrivé. Le fait qu'on joue avec 4 gardiens différents dès le mois d'octobre, pour vous donner une idée d'à quel point l'été a été agité côté PSG. Et ça n'était plus arrivé, si je me trompe pas, depuis 1980, je crois. J'avais cherché à l'époque, ça avait été la saison. Attendez, je vous retrouve ça. Une petite seconde, je m'excuse. C'est, je crois, 84-85. Donc ça faisait 35 ans, pardon, que le PSG n'avait pas consommé 4 gardiens dans la même saison. Rocheteau était au club.
si je ne m'abuse. Rocheteau était en plein milieu du club, oui. Et à Voilà. l'époque, c'était Dominique Baratelli dans les buts du PSG, Jean-Michel Moutier, Sylvain Bier et Franck Merel. Donc Franck Merel, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que il est toujours dans le milieu, si je ne me trompe pas. Les autres, Baratelli est un grand nom. Évidemment, et Moutier aussi. Baratelli. Voilà. Mais donc, grosse consommation de gardiens, puisque en fait, on a commencé la saison avec Areola en 1, Trapp en 2 et Bulka en 3. Et au 2 septembre, on avait Trapp a été vendu à Francfort, Areola prêté au Real, Sergio Rico arrive de Séville en prêt et on fait signer Keylor Navas le dernier jour. Donc on a fini l'été avec Navas en 1, Rico en 2, Bulka en 3 et Innocent en 4, mais lui c'est le seul qui n'a pas bougé, quoi. Voilà. Et Bulka est arrivé de Chelsea aussi au 1er juillet. Donc en gros, on a changé tous les gardiens et je crois qu'on avait à un moment 6 gardiens sous contrat pro. Il y en a 4 qui sont partis, parce que Cibois a rejoint Brest aussi. Je ne sais plus si c'était cet hiver ou cet été. Mais bref, il y a eu un grand chambardement du côté des gardiens de but au PSG et c'était nécessaire. Et justement, ça a été un pari gagnant parce que si on s'intéresse un petit peu à la Ligue 1, donc le PSG, 24 buts pris et deuxième meilleure défense avec Lille, si je ne m'abuse. Alors c'est Reims les premiers, il faudrait que je revérifie. C'est ça, Reims les premiers. Le PSG et Reims se sont tirés la bourre toute la saison pour la meilleure défense, avec l'excellent Rajkovic du côté de Reims. On peut citer côté gardien. Mais le PSG en fait a perdu la place de meilleure défense sur les matchs avant et après Dortmund, puisqu'on en prend 4 à Amiens et on en prend 3 contre Bordeaux lors d'un match où l'ami Sergio Rico ne va pas marquer des points. Justement, bah oui. Alors à l'inverse, il y a quand même eu 11 clean sheets et en effet, c'est vrai qu'on peut tout de suite parler de Sergio Rico qui va partir. Renaud, on peut dire qu'il n'a pas laissé une grande trace au PSG avec les matchs qu'il a réalisés, notamment avec ce dernier match face à Bordeaux. Ah oui, c'est sûr. Bah là, il a fait, il a commis une énorme boulette sur une relance où il a donné le but. Il n'a pas été extraordinaire. En début de saison, il avait fait un match correct, sans plus, mais après, malheureusement, sur le peu de matchs qu'il a joué en Ligue 1, il n'aura pas laissé une trace extraordinaire au PSG. Et de toute façon, il n'avait pas spécialement vocation à jouer, très clairement. Donc, mais c'est clair que ça n'a pas été une grande réussite. Juste, je me permets de corriger. En Ligue 1, il n'a pas été terrible, effectivement, parce que Brest, son premier match, il est quelconque. Il y a plusieurs matchs assez quelconques. En Coupe de France, il fait par contre de bonnes choses, notamment sur l'enchaînement, les coupes nationales en janvier. Il stoppe un penalty important contre l'Inas Montlhéry alors qu'il n'y avait que 1 ou 2-0. Je crois qu'il y a 1-0, il stoppe le penalty, on met le but du 2-0 sur le contre, donc il fait vraiment basculer le match. Et il stoppe encore un penalty contre Saint-Etienne 3 jours plus tard en Coupe de la Ligue, mais là il y avait déjà 5 ou 6-0, donc c'était pas très grave. Mais voilà. Et il me semble, je sais pas s'il fait pas aussi un bon match à Pau en Coupe de France, mais oui, comme l'a dit Renaud, il a pas marqué les esprits. Il y a 10 millions d'euros l'option d'achat, autant vous dire que ça sera pas levé. En effet, et puis il a joué notamment le dernier match de poule de Ligue des Champions. Oui, Galatasaray. Contre Galatasaray. Un tir cadré à arrêter, pardon. Ouais, donc comme tu disais, un tir cadré arrêté, mais la question... Non, pas un seul. Il a rien eu à faire du match. Galatasaray, je crois que la seule frappe qu'ils ont faite, elle est à plus de 5 mètres du but ou un truc, enfin vraiment une soirée chausson, quoi. Et qu'est-ce que tu en penses? Donc on est d'accord que finalement il n'a pas convaincu sur les matchs qu'il a joués, ni à l'entraînement. Alors, à l'entraînement, il a beaucoup d'échos très positifs en sa faveur, dans le sens où il est très impliqué, il s'entend très bien avec Navas et l'entraîneur des gardiens, Gianluca Spinelli, qui est arrivé de Chelsea il y a maintenant pratiquement 2 ans. Ouais. Il a fait le taf quand on a eu... Enfin, par exemple, le premier match qu'il joue à Brest, il apprend 10 minutes avant le coup d'envoi parce que Navas se fait mal à l'échauffement qu'il va jouer. Dans ces cas-là, il a fait un match plutôt correct à Brest, puisque le PSG gagne 2-1, il fait 1 ou 2 bons arrêts. Mais surtout, le gros problème qu'il a, c'est que Sergio Rico, il a été prêté par Séville, donc il a été prêté qu'une option d'achat de 10 millions d'euros, et il est espagnol. Il n'est pas formé en France. Le PSG a besoin de joueurs français par rapport aux listes UEFA. Le fait qu'il soit espagnol va complètement en sa défaveur, puisque pour un poste de second gardien, qui n'est pas un poste prioritaire, excusez-moi les spécialistes, mais c'est quand même pas prioritaire. On préférerait avoir on préférerait avoir un formé en France ou encore mieux un formé au PSG.
Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le montant de l'option d'achat de 10 millions d'euros. Jamais le PSG, qui a quand même des moyens réduits cette saison avec le Covid et tout ça, ne va mettre 10 millions d'euros sur un gardien. Et le troisième problème, c'est qu'il a signé un excellent contrat avec Séville il y a 4 ou 5 ans, quand il était un gardien qui était appelé en équipe d'Espagne. Et donc, il a un gros salaire, Sergio Rico. Le PSG paye quand même un salaire non négligeable pour un gardien remplaçant. Donc, on additionne ces trois choses et on se rend compte que l'avenir de Sergio Rico au PSG, ça va être compliqué, même s'il y a des rumeurs venues d'Espagne qui disent que le PSG tente de baisser l'option d'achat pour le faire venir. Moi, je pense honnêtement qu'il repartira, parce que même s'il il s'entend très bien avec Navas et que c'est une bonne doublure, franchement, pour une doublure, on a eu bien pire, c'est trop cher, tout simplement. C'est un joueur trop cher. Et puis en plus, il a des propositions pour être titulaire en Turquie à Galatasaray, qui a perdu Muslera pour 6 mois, par exemple, ou ce genre de choses. Ça, en effet, ça peut être une bonne porte de sortie, comme tu dis, pour lui. Et lorsqu'on fait le coup d'œil au poteau, donc au-delà de ces 4 gardiens, on va s'intéresser maintenant à la saison de Navas. Parce que on n'a même pas posé la question dans le débat. Le PSG a trouvé un gardien à sa mesure, en tout cas pour réussir une saison pleine, Renaud, qui lui permet encore d'espérer beaucoup. Ah bah oui, très clairement. C'est-à-dire que là, on a parlé un petit peu du chambardement des gardiens au début de la saison 2019-2020 et que ça a pu donner un peu l'impression que c'était fait dernière minute. Sauf que ça a mis fin au débat sur les gardiens au PSG qui durait depuis des années et des années. Et que tout de suite, depuis le début du projet Qatari avec voilà. Duchesne et Sirigu. Voilà, très clairement, et plus des gestions de gardiens qui étaient clairement pas la bonne, tout ça. Et là, d'un coup, ça a été très clair. On a dit, on fait venir Navas, on fait venir un gardien qui connaît la Ligue des Champions, qui l'a gagné, qui est un gardien d'expérience, solide, sur lequel on peut compter. Et du coup, très vite, voilà, déjà, on doutait pas de lui, ne serait-ce que par son nom, parce qu'on le connaissait. Donc déjà, ça a apporté un peu de sérénité sur les gardiens. C'est sûr que changer tout son groupe de gardiens en tout début de saison, c'est une prise de risque. C'est très clair. Avec une préparation qui est clairement tronquée, c'est évident. Mais au final, Navas, il a fait une bonne saison. En Ligue 1, c'est correct. On peut pas dire que c'est extraordinaire, mais il faut aussi dire qu'il y a un PSG qui est en mode rouleau compresseur la plupart du temps, avec finalement peu à faire pour Navas. Ou alors qu'il va se retrouver dans des situations où le PSG va se relâcher défensivement après avoir mené 3 ou 4-0, ou qui n'est pas dans un bon jour, ou qui n'a pas tous ses joueurs, ou qui s'en fout. Voilà, j'allais le dire, ou qui clairement a décidé de pas jouer. Il y a eu des matchs où ça a été scandaleux, vraiment. Ah oui, non, mais moi on l'a tous vu. J'ai un ami qui est très fan du PSG, je vois souvent les matchs avec lui, et je lui dis, il y a des deuxièmes périodes, je lui dis c'est insipide. Je veux dire, ça se voit, ils ont pas envie. Ça y est, ils ont mis 3 buts, c'est fini pour eux. Donc du coup, Navas s'est retrouvé pas mal de fois tout seul sur des percées dans le dos de la défense parisienne, à devoir gérer des situations de duel vraiment tout seul avec plein axe, donc très très compliqué pour le gardien. Mais globalement, il a fait une bonne saison. En Ligue des Champions, il a été lui par la coup très précieux. Et il a démontré qu'il était là et qu'il allait être utile. Et en particulier le match contre le Real Madrid. C'est ça, le match retour au Bernabéu où il est exceptionnel, en tout cas pour limiter la casse pendant le match de 80 minutes qui s'est joué avant le match de 10 minutes où le PSG est revenu à 2-2. Voilà. Il a vraiment, notamment la frappe de Kroos où il envoie la main gauche pour la sortir, ou alors les face-à-face avec Benzema. Philippe, au-delà de ce match du Real, quel moment fort tu retiens de Navas sur cette année 1 ? Alors, au-delà du match du Real, c'est dur de répondre parce que, un moment entre nous, au sein de la rédac, on a listé les meilleures performances individuelles de la saison. Et je crois qu'on était 4 sur 6 à dire que la performance individuelle majeure de la saison, celle qui fait vraiment basculer le match, c'est Navas à Madrid. Sans lui, honnêtement, on prend une raclée. Mais vraiment une raclée. Je crois qu'il repousse quelque chose comme 12 tirs cadrés. Oui. Et 12 tirs cadrés du Real Madrid, sans être méchant, c'est pas 12 tirs cadrés du milieu de terrain, parce que les mecs. Je crois qu'il fait 9 arrêts. Ouais, c'est ça. 9 arrêts parce qu'il y a 2 tirs cadrés qui finissent dans le but, il y a un poteau, et donc 9 arrêts. Ouais, c'est ça. Il a fait il a fait une performance
moi je suis le PSG depuis, ça doit faire pas loin de 30 ans. J'avais pas vu ça depuis l'époque Bernard Lama au sommet de son art, genre je crois que c'est à Parme notamment en 96 où il fait je sais pas combien d'arrêts et puis on perd 1-0 ce jour-là. Mais c'est en gros c'est lui qui nous laisse dans le match. Là Navas qu'il a fait à Madrid, c'est un truc on n'avait jamais vu ça au PSG avec un gardien. Vraiment de l'RQSI, on n'avait jamais vu ça et clairement il a clos le débat en 2 matchs, quoi. 3 matchs, peut-être. Premier match contre Strasbourg, il est arrivé, en plus il est trêve international, il revient du Costa Rica, il sort à peine de l'avion, il fait 3 arrêts qui nous gagnent le match, puisqu'on le gagne à la dernière minute sur un but de Neymar, qui est quand même pas mal. Mais avant, on aurait pu perdre à domicile, quoi. Donc bref, Navas, franchement, il y a un match aussi qui est très important dans la saison du PSG. La saison du PSG de Navas au PSG, il faut la lire par le prisme de la Ligue des Champions. Le PSG est un club un peu particulier dans le sens où les compétitions nationales font pas rêver le club, hein, globalement. Moi, j'aime pas cet aspect, mais c'est comme ça, hein. Puis il y a pas mal d'écarts, donc je les comprends aussi un peu. Mais par exemple, le match à domicile contre Bruges est une équipe qui a énormément gêné le PSG. Bien plus qu'on peut l'imaginer, malgré on gagne 5-0 à l'aller, mais pendant 1 heure, ils nous regardent dans les yeux et il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui nous ont autant fait souffrir que Bruges. Et au retour, c'est pareil, on marque d'entrée. Bruges est dans le match, il nous gêne, et il y a un penalty qui est sifflé contre nous à, je crois, 10 minutes de la fin. Et si Bruges marque et qu'il égalise, on peut perdre la première place du groupe. Et on sait qu'en Ligue des Champions, la première place du groupe, ça compte quand même. Et là, le penalty, Navas, il le sort encore. Et il fait encore un arrêt extraordinaire. Il le capte, ouais. C'est même pas il le sort, c'est il le capte, tu as raison. Il le capte. Et juste avant, il avait fait un double arrêt où il est pris à contre-pied sur une frappe qui est déviée. Il repousse. Il y a, je crois que un Brugeois arrive à reprendre encore. Il repousse une nouvelle fois. Non, franchement, Navas, top gardien. Tu as parlé tout à l'heure, Renaud, du fait qu'on avait tout bousculé l'été dernier. Mais même en ayant tout bousculé l'été dernier, moi, j'ai aucune gêne à dire que Navas est la meilleure recrue de Leonardo version 2 et peut-être même la meilleure recrue du PSG depuis Neymar et Mbappé, quoi. C'est un joueur qui a changé la face de la défense du PSG dans les grands matchs, quoi. Rien que ça. Oui, très clairement, hein, ça s'est vu. Et après, moi, ce que j'ai bien aimé, je pense surtout que les fans du PSG ont bien aimé, c'est que ce match retour justement contre le Real Madrid à Bernabeu, voilà, Navas, il en vient. Et on sent très clairement qu'il a envie de bien montrer que c'était bien une erreur de ne pas l'avoir gardé. Et il a tout donné pour ce match, quoi. Et ça sentait que mentalement, il était fort dans sa tête. C'est ça que j'ai trouvé beau, parce que c'est ce qui a manqué à beaucoup de gardiens du PSG. C'est un peu cette force mentale, quoi, d'aller au bout de soi-même, de se dépasser. Et là, contre son ancienne équipe, de dire, c'est moi qui vous la mets, quoi. Enfin, pour dire ça. PSG, attends, juste je me permets de te couper, Nico, une seconde. Au PSG, des gardiens qui se sont écroulés sous la pression. On en a eu plein de l'RQSI. Sirigu a complètement explosé en vol à partir du moment où, au bout de 2 saisons, il a complètement perdu les pieds. Trapp, j'ose même pas revenir sur l'épisode Barcelone. Et globalement, à Madrid, on se souvient de Kevin Trapp à Madrid, il y a eu une boulette mémorable où il sort, il oublie le ballon de joueur. Mauvaise décision. Voilà. Areola, le pauvre, il s'est complètement perdu. Puis on peut reparler des problèmes avec sa défense et tout. Mais bref, il s'est complètement perdu. Voilà. De tous les gardiens de l'RQSI, le seul qui n'a pas explosé en vol, au contraire, qui a su s'imposer, qui aujourd'hui est un vrai patron du vestiaire. Parce que Navas, c'est pas qu'un gardien au PSG, c'est vraiment un des patrons du vestiaire. C'était ma question, justement. Voilà, et il a pris les choses en main, il est ultra respecté par les joueurs. Un mec comme Neymar, par exemple, qui est quand même pas le plus simple à gérer. Attention, Navas, gros respect, par exemple. Et ouais, il a pris une envergure au PSG. Il a au PSG, entre guillemets, l'envergure qu'il aurait toujours dû avoir à Madrid, mais qu'on lui a jamais vraiment donné. Je sais pas trop pourquoi, parce que il était peut-être pas assez flashy pour le Real, il était pas ci, il était pas ça. Il aura quand même gagné 3 Ligues des Champions et c'est pas rien. Mais au PSG, on est très, très, très content de l'avoir. Et pour 15 millions d'euros, même si on lui file, je sais pas combien de millions d'euros à l'année, je crois qu'il est payé 7, 8 ou 10 même. Mais donnez-lui tout ce qu'il veut, la Tour Eiffel, prends, Keylor, prends. Tout est bon. C'est bien dit. Eh ben, merci pour ce retour sur la saison passée. On va évoquer les autres gardiens dans les différents débats, mais on comprend que, mis à part quelques erreurs dont on reviendra tout à l'heure, Navas a fait une super première année. On va maintenant se plonger dans la saison à venir. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et quand on se plonge dans la saison à venir, on se rend compte que justement, il y a un changement dans l'effectif gardien. Alors, ça sera après le 23 août, potentiel finale de Ligue des Champions pour le PSG, on le souhaite. Alphonse Areola revient du prêt
du prêt payant du Real Madrid pour remplacer Sergio Rico dans la hiérarchie des gardiens en tant que numéro 2. Donc il a 27 ans, 1m95 en contrat jusqu'en 2023. Keylor Navas, donc 33 ans, 1m84 en contrat jusqu'en 2023 également. Et le numéro 3, Marcin Bulka, 21 ans, 1m99, le géant polonais, le jeune géant polonais, en contrat jusqu'en 2021. Et donc, comme tu l'as évoqué, entraîneur des gardiens Spinelli et le coach Thomas Tuchel. On va commencer le débat par ce qui anime toujours le PSG, le point sur les rumeurs de transfert. Et malgré la belle première année de Keylor Navas, il y en a. Philippe, est-ce que tu peux nous faire le point? On a entendu parler d'Onana, on a entendu parler de Donnarumma. Qu'est-ce que tu sais là au 22 juillet? Alors, c'est pas compliqué. Les rumeurs sont quand même, à part celle d'Onana qui était venue de la presse française, pour le reste, c'est surtout des rumeurs étrangères et qui, honnêtement, faut pas leur donner trop de force malgré tout. Parce que le PSG ne cherche pas un numéro 1, clairement. Le PSG, pour cette intersaison, cherche un numéro 2, une doublure, notamment par rapport au cas de Sergio Rico, qui n'a pas très convaincu, qui coûte cher, qui a un gros salaire et tout ça. La rumeur Donnarumma, honnêtement, elle a fait long feu. Il risque de prolonger à Milan, notamment, et aujourd'hui, enfin peut-être quand il faudra remplacer Keylor Navas dans 1, 2, 3 ans, enfin on verra, ça sera probablement un nom qui va ressortir parce qu'il est remplacé, pareil, il est représenté par Raiola, Leonardo l'adore, le Milan AC aura bien besoin de pognon à un moment, enfin bref, on la connaît l'histoire, il y a quand même de fortes chances qu'on en reparle. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas d'actualité. Et Onana, c'est un nom qui revient effectivement. Le PSG le suivait, même l'été dernier, déjà on en avait parlé avant Navas, parce que Navas, ça s'est fait sur le tard, ça se fait le 1er septembre. Mais en gros, c'est un joueur qui quand même coûte très cher, Onana, et on parle de 25-30 millions d'euros. Le PSG n'a pas 25-30 millions d'euros à mettre sur un gardien qui serait même un 1 bis, puisque visiblement il est prêt à accepter d'être un peu remplaçant au PSG avant de devenir le titulaire sur le long terme. Mais aujourd'hui, Onana au PSG, on n'est pas loin, on n'est pas dans la fable, mais bon, on va dire que c'est très très loin de ça. Aujourd'hui, les rumeurs au PSG, clairement, sur le poste de gardien, ça sera pour le poste de numéro 2 avec les bruits autour de Rico. Est-ce que Bulka va être promu numéro 2 notamment? Ce genre de truc. Ça, c'est la réalité. Et le départ éventuel d'Areola. Voilà. Navas, aujourd'hui, il est numéro 1 et le PSG ne lui cherche pas, ne serait-ce qu'un concurrent. Il cherche au mieux un complément pour avoir 2 gardiens fiables et basta, quoi. Et justement, on va parler de la question qu'on peut se poser. À quel horizon Navas restera-t-il numéro 1? Renaud, par rapport aux qualités de Navas, donc il a 33 ans, il va sur ses 34 cette année. Par rapport à ses qualités, il lui reste encore combien de bonnes années à ton avis? Navas, on l'a vu encore aujourd'hui, c'est un gardien qui mise beaucoup sur sa vivacité. Et c'est un gardien assez petit mais qui est quand même très rapide, très vif. Moi je l'ai pas senti par exemple là en baisse de forme, on l'a vu avec le PSG. Moi je dirais qu'il a facile 3 bonnes années au moins devant lui encore. Au-delà ça risque de commencer à se faire ressentir, surtout sur le type de jeu qu'il a. Voilà, donc c'est mon avis. En effet, c'est vrai qu'il a un type de jeu où il est beaucoup sur gagner des duels. Donc ça, Ouais. il est très fort. Ça, notamment son premier pas offensif pour aller faire l'arrêt est très intéressant. Hein, toujours très rapide. C'est un premier pas très rapide. Il a une très bonne détente horizontale. On l'a vu sur notamment sur la frappe qu'on évoquait de Kroos. Peut-être ce qui pourrait lui manquer justement, c'est de perdre un peu de tonicité dans ses jambes. On l'avait vu face à Reims, je crois que c'était juste après le match face au Real Madrid en Ligue des Champions, où il était un peu fatigué et puis sa main pas assez ferme sur la tête du Rémois. On a vu peut-être un mauvais match à Dijon où il peut aller plus vite sur le centre sur le premier but et il prend le but entre les jambes après, je crois que c'était de Chouillard. Contre Lyon au parc, il n'est pas terrible non plus. Il est même un peu. Il a un début d'année civile qui est franchement pas top.
début de année civile 2020, avec notamment ce match à Lyon où il est pas contre Lyon pardon au Parc, qui est je sais plus la date exacte, où il est pas folichon hein, faut le dire comme c'est. Mais par contre il est en Ligue des Champions. Bon, à Dortmund il fait un arrêt mais les 2 buts il peut rien y faire, et au retour il assure encore à fond les ballons quoi. C'est un des points que je voulais aussi évoquer. Il a un jeu au pied pour moi correct. Mais je dirais sans plus. Alors en tout cas moi c'est ce que j'avais remarqué à Dortmund. Tous ces dégagements de loin étaient très en cloche. Alors je sais pas, faudrait re-regarder, mais en fait c'est parce que il a tellement eu l'habitude pour moi de jouer court au Real dans une équipe qui domine la plupart de ses matchs, également au PSG où si Thiago Silva peut aller chercher la balle à côté de son gardien, il le fait. Donc c'est un peu le mode de relance du PSG, et c'est vrai que au moment où ils étaient moins bien, typiquement à Dortmund où ils étaient clairement dominés par le Borussia, il y a quand même ce jeu long, moi qui peut-être m'inquiète, ou même ce jeu mi-long que par moment il n'a pas forcément. Alors, juste me permettre de te couper. Le jeu long, il n'est pas terrible, effectivement. Il n'est pas très précis. Le jeu mi-long, ça dépend. Il est assez régulier, mais il a un gros problème aussi au PSG, c'est que quand tu veux dégager, dans le dernier tiers du terrain, t'as pas un mec capable de gagner un duel aérien, en fait. À savoir que Neymar, t'oublies. Mbappé, j'en parle même pas, il a le pire jeu de tête de l'effectif. Di Maria, pas trop son truc, le jeu de tête. Il reste Icardi ou Cavani, mais autant Cavani dans la surface pour reprendre des centres est super fort, autant sur les dégagements il est vraiment zéro, limite il saute pas. Et Icardi, il est pas non plus super grand. Donc au final, il est pas très précis, il est pas super bon, clairement, hein, je vais pas dire le contraire, mais en revanche, il a pas non plus beaucoup de cibles en fait. Et je parle même pas du milieu de terrain, être Gay et Verratti, il faudrait que l'un monte sur l'autre pour aller choper un duel aérien. Donc voilà. Autant il peut des fois avoir des solutions sur les côtés, notamment quand c'est Kurzawa qui a un très bon jeu de tête à gauche, quand c'est Kerrer à droite qui pareil est grand et il a un super jeu de tête. Mais sinon, quand Navas allonge, il va y avoir le problème, effectivement, il n'est pas super précis, et en plus, les joueurs parisiens à la réception ne sont pas bons de la tête. Donc ça lui fait 2 soucis sur le jeu long, et c'est pour ça que le PSG relance très rarement long, à part éventuellement quand il y a Choupo-Moting qui lui pour le coup a un super jeu en pivot et est grand quoi. C'est sûr que c'est pas sa plus grande qualité à Navas de toute façon. Après dans le jeu court au pied, il a fait quelques bonnes choses. Il y avait un match où il a fait un super contrôle en porte-manteau, jeu en triangle avec ses défenseurs. Honnêtement, dans une équipe contre Marseille, c'est ça, voilà. le fameux but contre Marseille, je crois que c'est le deuxième. Je pense non, que c'est le quatrième, oui, c'est le quatrième. Allez le revoir sur YouTube. Il y a la conservation où les Marseillais pressent vraiment haut. Voilà, parce qu'ils en ont marre de subir, et Navas qui fait son contrôle en porte-manteau et relance, et ça finit par le but d'Mbappé. Ça typiquement avec un gardien comme Navas, typiquement avec Buffon, je pense pas t'es capable de le faire quoi. Non, voilà, mais le truc c'est que l'avantage c'est que c'est plus ce qu'on va lui demander de faire au PSG, parce qu'effectivement on va être dans une équipe qui généralement domine, va vouloir construire son jeu, donc repartir d'en bas. Et ça, Navas, il sait le faire. Donc, du coup, pas besoin de... Évidemment qu'il y a meilleur que lui aujourd'hui en gardien, c'est l'évidence. Mais dans ce qu'il sait faire et dans ce qu'on lui demande, ça, c'est bon. Donc, du coup, parce qu'il y a vraiment besoin de plus, non, pas vraiment. Surtout que s'il y a personne pour reprendre les ballons quand on dégage loin, voilà, je pense que même lui, il doit pas spécialement chercher à s'améliorer là-dessus. Donc... Mais c'est vrai qu'il ne correspond pas au morphotype du gardien du futur, entre guillemets, et on lui a assez répété, évidemment, hein, on n'arrêtait pas de le dire, il fait qu'1m84, etc., il fait pas le 1m90, et comme on dit, avec le jeu long, etc. Mais pour finir sur ce débat, Philippe, tu lui donnes encore combien de temps pour Navas ? Eh bien, écoute, il est sous contrat jusqu'en 2023. On sait que Leonardo n'est pas un directeur sportif qui aime prolonger très vieux les trentenaires. Je pense qu'il fera ce contrat jusqu'au bout. Voilà, exactement. Thiago Silva, Cavani, enfin il y en a eu d'autres. Hein. Même Di Maria, c'est pas si sûr qu'il prolonge. Mais bref, toujours est-il que Leonardo est un joueur qui va année après année sur la durée, même s'il aime beaucoup les joueurs d'expérience et de qualité. Donc je suis pas sûr qu'on le verra Navas après 2023 au PSG. Renaud disait qu'il avait 3 bonnes années. Moi, je lui en donne encore déjà 2. Et on verra la dernière où il en est vraiment. Je pense que son avenir au PSG dépendra au fur et à mesure de son niveau de performance. Après,
comme vous dites, il est très bon dans ce qu'il fait aujourd'hui. Et le PSG peut pas aller chercher mieux que Navas, tout simplement. Donc aujourd'hui, aller chercher mieux que Navas, c'est aller chercher Courtois, il voudra pas venir, il est au Real. Ter Stegen, il est intouchable. Voilà, t'es sur le. C'est des gardiens excessivement chers en plus. En plus, voilà. T'as Oblak, mais on s'est déjà renseigné, c'était 100 millions, et puis il était pas très chaud pour venir. Donc aujourd'hui, le PSG fait avec Navas, est très content de Keylor Navas, très très content. Et donc, il a, à mon sens, 2-3 ans, entre 2 et 3 ans, vraiment sûr, je pense. Ensuite, ça sera de année après année. Je serais pas surpris qu'il signe, par exemple, peut-être pour 1 ou 2 ans de plus avant un retour tranquille au Deportivo Larissa, là, la Prissa ou la Crissa, je sais jamais, au Costa Rica. Et il aura fait une superbe carrière en Europe et une superbe carrière tout court, parce qu'il n'était pas destiné à, je pense, atteindre des sphères pareilles. Et si un jour vous êtes frustré par le peu de lignes qu'il y a sur Navas par moment, sur Culture PSG, parce qu'il n'y a pas d'occasion, allez voir les journaux costariciens, vous verrez, ils sont capables de faire un article de 30 lignes, malgré qu'il y ait eu zéro page, avec comment il s'est échauffé, quel gant il portait. Je me permets de vous rajouter qu'il y a eu une vidéo de Romain Molina sur l'enfance de Navas au Costa Rica qui a été publiée il y a, je crois, 5-6 mois par là. Vous tapez Romain Molina Navas, vous allez tomber dessus, où c'est très intéressant, où il raconte justement que c'était un 3e gardien, qu'il a dû croire en lui, qu'il n'a pas eu une enfance facile du tout, parce que ses parents avaient dû partir aux États-Unis pour ramener de l'argent à la famille et tout ça. C'était très intéressant, et ça explique aussi pourquoi il a autant de volonté et pourquoi il est peut-être aussi compétitif et compétiteur. Voilà. En effet, très bien. Allez voir le très bon youtubeur Romain Molina. Ensuite, la deuxième question qui sera importante et que tu as commencé à évoquer, Philippe, qui sera le gardien numéro 2 cette saison? Parce qu'on le répète, on a Alphonse Areola, on l'a mis en deuxième gardien, mais qui potentiellement peut partir, Marcin Bulka, mais qui est en contrat que jusqu'en 2021. On a aussi le jeune que tu as évoqué. C'est ça, Innocent qui a signé l'an passé. La presse évoque une rumeur d'Areola à Londres, car il aurait acheté une maison. Est-ce que tu y crois, Philippe? Alors, que Areola aille en Angleterre, c'est à mon sens le sens de l'histoire, dans le sens où il a fait le tour au PSG, il veut pas rester en tant que numéro 2 et le PSG peut pas lui proposer mieux. En Espagne, à part il y a pas de club qui peuvent lui proposer un poste intéressant, puisque tous les buts sont bien gardés dans les gros clubs. Italie, il coûte trop cher, donc il reste en gros que l'Angleterre. Il a toujours été attiré par l'Angleterre, donc je pense qu'il finira là-bas. Après, de là à croire qu'il va signer à Londres parce qu'il a acheté une maison à Londres, il faut savoir un truc, c'est qu'Areola est marié avec une femme qui a beaucoup d'argent et qui a beaucoup de familles en Angleterre. Et avant même d'acheter cette maison, et je crois d'ailleurs qu'ils l'ont acheté il y a des mois, que c'est sorti, c'est seulement il y a 3 jours qu'elle a posté ça sur Instagram, ils allaient déjà très régulièrement à Londres. Donc l'immobilier et les footballeurs, c'est pas un truc très certain c'est pas du tout un truc certain quand ça concerne les grandes villes comme Londres, Paris, même Madrid ou Milan ou Rome. Icardi, 3 jours avant de signer son contrat définitif avec le PSG, s'est acheté une baraque à un quart d'heure du centre-ville de Milan, par exemple, de l'aéroport de Milan. Au PSG, il y a Koulibaly qui s'est acheté un appartement de Naples, qui s'est acheté un appartement incroyable à côté de la Tour Eiffel il y a 6 mois. Tout le monde est persuadé qu'il est signé au PSG. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi loin du PSG. Donc, Areola et Londres, pourquoi pas? Surtout à Chelsea, il y a un certain Christophe Lolichon qui l'apprécie depuis toujours, mais on ne sait pas à quel point Chelsea veut un titulaire par rapport à la situation de Kepa, qui est un peu compliquée parce qu'il est loin de répondre aux attentes par rapport à son prix démesuré. Mais aujourd'hui, dire que Chelsea veut Areola, je ne suis pas si certain. À mon avis, il y a des clubs. Ouais, peut-être. Ou par exemple, un club comme Everton qui cherche un gardien, je ne serais pas surpris qu'il tente Areola. Après, Everton, c'est pas Londres, c'est Liverpool. Crystal Palace, qui est le sud-est de Londres, peut-être qu'il serait intéressé par un gardien comme Areola, par exemple. Ensuite, il faut quand même dire un truc, c'est qu'Areola veut absolument jouer la saison prochaine parce qu'il y a l'Euro en fin de saison. Et il veut absolument être à l'Euro parce que l'équipe de France, il y tient beaucoup. Il a quand même de très bons souvenirs et tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il sera le numéro 2 du PSG de la saison prochaine. De là à l'annoncer à Chelsea, au départ, ça vient du Sun qui a fait d'une photo Instagram une rumeur. Prenons des pincettes parce que aujourd'hui, c'est avant tout, c'est de l'immobilier, c'est pas du football, c'est pas du mercato, quoi. Et il y a déjà assez de conneries dans le mercato. Pas besoin d'en inventer sur des demi-déductions foireuses parce que sa famille, à Madame Areola, Marion, avec 2 R, très particulier comme, mais bon, c'est avec 2 R, est très proche, adore Londres et il va régulièrement, même très régulièrement. Voilà. Je crois que de mémoire,
pour vous donner une idée à quel point elle est proche de cette culture britannique, elle apprend l'anglais à ses filles, alors que lui et elle, ils parlent français à la maison, quoi. Oui, même elles sont dans une école anglaise où il y a une histoire comme ça. Voilà. Donc une famille très cosmopolite. Donc on comprend que pour toi, Areola va partir, que ce soit, ça peut être aussi en Allemagne, tiens. Qui en Allemagne? C'est toujours pareil, parce que le Bayern a déjà Nübel en numéro 2, ils savent pas quoi en faire. Le Borussia va prolonger Roman Bürki. Leipzig est très content de Gulácsi. Voilà, tu as un peu fait le tour des clubs qui ont des moyens, et lui, il voudra pas aller à Leverkusen, où il y a Radecki qui fait plutôt une bonne saison, par exemple. Donc, il n'y a pas beaucoup de postes chez les gardiens. On sait que c'est un marché compliqué, le marché des gardiens, en termes de mercato. Et je pense que où il y a le plus de chances pour lui et où il y a le plus de moyens, il faut le dire, c'est l'Angleterre. Et il a le profil d'un gardien du chemin anglais. Il est grand, il n'hésite pas à aller loin dans les airs et tout ça. C'est des qualités que les recruteurs anglais aiment beaucoup. Et Areola a toujours eu une bonne cote auprès des Anglais, d'ailleurs. Et justement, donc imaginons Areola s'en va. Est-ce qu'on croit à Marcin Bulka en numéro 2? C'est une des rumeurs qui tourne autour du PSG, savoir Bulka qui passerait numéro 2. C'est un gardien qui est très annoncé depuis tout jeune, qui est international polonais, qui a été formé en Pologne, qui est arrivé à Chelsea, qui n'a pas eu sa chance. Là, au PSG, il a joué un match, puis il est repassé 3e gardien. Ça me paraît être quand même difficilement concevable pour une raison très simple, c'est que si Navas se blesse et que le PSG demain doit jouer un quart de finale Ligue des Champions, est-ce que le PSG peut se permettre d'aligner un gamin de 20 ans? Enfin, un gamin, je dis ça, c'est un monstre, physiquement, c'est... Bon, voilà, quoi. 1m80. Voilà, il fait 2 mètres, il fait, je crois, pas loin de 100 kilos. Enfin, c'est vraiment une armoire à glace polonaise. Il aime bien les blagues en interview, ça on aime. Voilà, en plus, il est un peu foufou, il est très marrant. Sur les dreadlocks de Neymar, allez la lire. Voilà, exactement. Mais en gros, est-ce que le PSG peut se permettre d'avoir un gardien en Ligue des Champions qui a joué 2 matchs pour un match important? C'est ça la question. C'est pour ça que Leonardo était parti chercher Sergio Rico. Et je pense que Bulka va plus être dans une structure genre prolongation puis prêt que numéro 2 l'an prochain au PSG, quoi. Enfin, un mec comme Bulka, je pense que il peut trouver preneur en comment dirais-je, en Ligue 2, même une fin de tableau Ligue 1 et leur faire une super saison et rendre service à beaucoup de monde, quoi. Quand je vois certains gardiens, quand je vois comment Toulouse l'an dernier a géré ses gardiens, je pense que on leur envoyait Marcin Bulka, il était titulaire en 2 temps 3 mouvements, par exemple, quoi. Surtout que là, ils sont maintenant, ça y est, ils ont un fonds d'investissement américain, ils ont de l'argent là. Ils peuvent mettre un prêt payant easy là. Je pense que le PSG est prêt à payer le prêt de Bulka s'il a l'assurance qu'il joue. Le PSG veut que ses joueurs jouent avant tout. C'est ce qui les intéresse, c'est que les mecs jouent, quoi. Mais par exemple, vous avez fait un épisode sur Strasbourg la semaine dernière. Si au mois d'août, quand la Ligue 1 reprend, si Camara peine à remplacer Matsels, est-ce que par exemple Bulka pourrait pas se trouver un prêt même de 6 mois à Strasbourg, par exemple, pour faire ses preuves? Voilà. Oui, c'est une idée, oui, clairement. Et je sais que des gardiens blessés de longue durée qui cherchent un prêt de 6 mois à 1 an, ça existe beaucoup. C'est comme ça qu'Areola a lancé sa carrière en étant prêté à Villarreal, par exemple, pour remplacer Asenjo qui s'était fait les croisés pour la je ne sais combienième fois. Donc pour moi, il y aura peut-être le numéro 2 sera une recrue. Pas quelqu'un, une recrue ou éventuellement Rico qui signe définitivement, mais j'y crois pas trop. Et voilà. Plutôt. Est-ce qu'on a des rumeurs de numéro 2 à ton avis? On parle beaucoup de numéro 1, mais on va dire ceux qui bossent bien ne font pas fuiter les rumeurs. Mais Leonardo est très 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 secret. Leonardo, ce qui sort, c'est que ce qu'il a envie qu'il sorte globalement. Je suis en train là de vous donner je regarde les rumeurs sur des numéros 2. On a eu la rumeur qui revient le plus, c'est Rico, éventuellement Bulka. Il y a eu Dean Anderson, le jeune anglais, qui a été cité. Oui. Mais c'était il y a quelques temps. Et Pepe Reina, le nom est revenu, mais il paraît complètement bouilli à cet instant, sans tout le respect que j'ai pour lui et son immense carrière. Il n'y a pas trop de noms qui sont sortis, mais aujourd'hui, le PSG a prolongé Rico jusqu'au 31 août. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de noms qui sont sortis, quoi. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Et Rico, personne ne l'avait annoncé au passage. Rico, le nom est tombé, je crois, de Estadio Deportivo, forcément, qui est le journal sportif de Séville. Ils l'ont su peut-être 2 heures avant que le mec soit à Paris. Donc voilà. Donc très bien, on suivra cette fin de mercato, les bons coups du fin de mercato parisien dans cette deuxième partie de mercato qui aura lieu à partir du 9 août. Et pour continuer cet épisode, on va se poser la traditionnelle question, notamment avec le départ de Thiago Silva. Quelle défense pour le PSG cette saison? Qui tu vois dans les 4 ou 5, enfin les 4 ou 3 titulaires dans cette défense parisienne? Alors, je pense on va partir du principe que le PSG ne prendra pas un titulaire en recrue en défense centrale. Donc ça sera Kimpembe, Marquinhos, la paire de base. À gauche, Kurzawa prolongé.
Mais celui dont l'avenir me paraît assez douteux, c'est Bernat, parce que Bernat, il est en fin de contrat en 2021 et le PSG peut plus se permettre de perdre des joueurs en fin de contrat. On en a déjà perdu trop. Donc je pense que ce Bernat, ça va être soit il prolonge, soit il part, et je serais pas surpris que le PSG aille chercher un Telles ou un Tagliafico. Aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur Bernat, parce que Bernat, c'est comme ce que je disais, Navas ou Areola, ils peuvent aller où? Bernat, c'est pareil, il va aller où? Peut-être le Barça avec Alba qui a 32 ou 33, mais le Barça et le PSG, je suis pas sûr qu'on fera un transfert avant un bon moment. C'est un peu compliqué entre les deux clubs. Le Real, ils ont déjà 2 cracks au poste, voire 3 avec Reguilón qui est prêté. Donc, un joueur comme Bernat n'a pas non plus beaucoup de portes de sortie. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il prolongera. Mais bref, aujourd'hui, on part sur Bernat à gauche, Kimpembe, Marquinhos et à droite. Je pense que Kerrer sera le titulaire en cas de défense à 4. Et si on part sur une défense à 3, Kerrer passera central droit, parce que c'est au départ, c'est plutôt un joueur de défense à 3. Et le PSG, je pense, va faire venir un latéral droit offensif, qui a un profil qu'on n'a pas. On a Kerrer et Dagba à droite, mais on n'a plus de latéral offensif depuis le départ de Meunier. Donc voilà, aujourd'hui. Dubois, si je me souviens bien. Oui, voilà. Et Dubois, j'en parlais tout à l'heure, Dubois, c'est un joueur français formé en France, donc pour les listes UEFA, ça nous arrange, parce que le PSG manque un peu de ce type de joueur. Mais le Dubois, il faut encore que le PSG et l'OL fassent un accord, fassent un transfert. Le dernier transfert entre le PSG et Lyon, si je me trompe pas, ça doit être Bicevac en 2013. Lyon aime beaucoup dire que le PSG machin, mais c'est compliqué aujourd'hui d'imaginer des transferts entre les deux, quoi. Et puis Aulas va demander une somme que le PSG ne voudra pas payer. Ok, donc très bien pour la défense du PSG. Et puis on complète également en disant que le jeune Tanguy Kouassi, qui avait mis un doublé contre Amiens et qui avait commencé à jouer, est parti jouer au Bayern. Et si on termine cette émission, on va terminer par cette nouvelle tradition, celle de la main ferme. Donc on a beaucoup parlé des gardiens, on a une riche émission. Maintenant, messieurs, je vais vous laisser résumer en 30 secondes via une tirade sans débat votre vision pour la saison du PSG, donc la fin de saison de celle-ci et la prochaine, et celle de ses gardiens. On va commencer par toi, Philippe. D'accord. Pourquoi moi? Non, mais il n'y a pas de... allez, on est parti sur la saison 2020-2021. Bon, il y aura le championnat, mais ça, je m'inquiète pas trop. En fait, surtout, la saison c'est ça qui est très particulier, c'est que la saison prochaine va peut-être être écrite par la fin de l'actuelle. Puisque le PSG, les deux se chevauchent en fait. Et il faudra voir comment la campagne Ligue des Champions va se finir. Ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut faire... si le PSG va au bout, ça peut changer beaucoup de choses. Si le PSG se loupe, ça peut faire complètement exploser le groupe. Je pense que les 5 matchs qui arrivent, notamment je dis 5 matchs si le PSG va au bout en Ligue des Champions, peuvent vraiment tout changer par rapport à la saison prochaine. Il y aura toujours une base, mais attention au remplacement de Thiago Silva et attention à la fin de la campagne Ligue des Champions parce que ça peut faire tout changer au niveau du club et de beaucoup de choses. Voilà. Et pour Navas, qu'il continue d'être 5 à Ilor et tout le monde sera heureux, vraiment. Faudra mettre des petits sachets dans le verre de Golini. Et toi, Renaud? Effectivement, je rejoins Philippe là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent encore en fin de saison là pour le PSG avec cette interruption. Alors c'est vrai que la particularité, c'est que du coup, nous, on n'a pas repris le championnat, donc on n'a pas de match. Il n'y a aucune équipe française qui a vraiment des matchs qui a joué vraiment des matchs de championnat avant de rejouer la Ligue des Champions, et que ça va beaucoup influer sur la saison prochaine. Je pense quand même que nationalement, il va y avoir encore une sacrée domination. Je vois pas vraiment une équipe en France venir titiller le PSG en Ligue 1 et même après en Coupe de France. Bon, on verra. Maintenant, il n'y a plus la Coupe de la Ligue, donc il n'y aura plus qu'un seul trophée, il n'y aura plus qu'une seule coupe. Mais par contre, je vois encore une très bonne saison, je pense, de Keylor Navas, qui aura à cœur de prouver, peut-être de faire même mieux encore, surtout en Ligue 1. Et même si, et bien sûr en Ligue des Champions, mais je pense que ce sera aussi à lui de bien démontrer qu'il peut être aussi fort en Ligue 1. Voilà. En effet, parce qu'on rappelle également qu'il a je pense, le Mondial 2022 en ligne de mire au niveau de l'équipe nationale. Merci Philippe, merci. Comment ? Il va falloir qu'il se qualifie déjà, parce que c'est pas si... De mémoire, le Costa Rica, c'est assez compliqué les qualifs CONCACAF, et ils n'étaient pas super bien partis. Donc attention à ça. C'est vrai, à suivre. Voilà. Merci Philippe, merci Renaud pour cette belle émission. C'était le club par club de Ligue 1 de Radio Mans Opposé consacré aux Parisiens. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir, et à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les épisodes précédents et à suivre la sortie des suivants dans les prochains
prochains jours en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée. Salut à tous!